Du coup, déjà, merci d'être là, hein, merci d'être présent. Du coup, pour cette petite présentation, alors, sur les systèmes distribués, le théorème CAP, et voilà, c'est en préambule. L'idée, si vous voulez, c'est pas forcément de rentrer à fond dans la technique, parce que je ne sais pas forcément en termes de public qui en aurait, s'il y aurait des noms techniques qui seraient là, etc. C'est plus un peu de la culture générale sur le sujet, un peu d'historique, et puis voilà, ouvrir un peu la discussion si jamais il y a des gens qui ont envie d'en discuter. Donc c'est ça le principe. Et puis évidemment, j'aurai un tropisme sur les parties, sur la partie moteur de recherche, base de données distribuée, puisque ça vient de là que le fait que j'ai touché un peu le sujet. Donc si jamais il y a de l'abus de langage à ce niveau-là, au niveau des termes, etc., il faudra pas m'en vouloir, c'est l'habitude qui parlera. Tom, Euh, Tom, je suis désolé de te couper, mais je pense que t'es pas tu penses être en plein écran là sur Ouais, ouais, c'est un plein Skype? Non, écran. tu l'es pas du tout. Tu Ah dois bon? pas, tu dois pas afficher le bon écran, je pense. Ou alors c'est peut-être moi qui déconne. Non, non, effectivement, ouais, faut que tu mettes ton PowerPoint en plein écran. Ah, mais attends. Parce que là, on Ok. avait ton. Je pense que tu dois être en dual screen ou autre. Et... Ah, c'est mieux. Voilà, Ah, parfait. C'est bon, c'est bon. en, en Ouais. fait, c'est Teams, je pense. C'est que comme j'ai commencé le partage d'écran sur PowerPoint, mais avant d'avoir démarré la Ah, présentation, ça a pris la version. ouais, si tu Ouais, switches, pour c'est la bon? Teams. Passe la page Tout le monde. d'après? Non. Si, c'est bon là. Bah oui, mais Si, t'as pas si, la page d'après, là. T'as fait une page d'après, gros? Ah bah oui, une page d'après. Attends, ça arrive, Non. 2 secondes. Bah non. Non, t'as pas la page Ah, suivante. si. Si, c'est bon. Ouais, Voilà. Raccoon, en général, on fait plusieurs slides sur un PowerPoint, hein. Ouais, ouais. ça slide quand même. Bon, en gros, en termes de sommaire, on va faire une petite présentation sur la partie système distribué, de quoi on parle, qu'est-ce que ça a comme avantage, comme inconvénient, qu'est-ce qu'on a comme technologie qui utilise ça, etc. On embrayera sur le théorème CAP, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et enfin, on terminera avec la revue d'un cas d'erreur un peu classique des systèmes distribués, c'est ce qu'on appelle le split brain. Ce sera rigolo, vous verrez. Alors, pour commencer par la présentation. Alors, quand on va parler de système distribué, de quoi on va parler? On va parler en fait d'ensemble de serveurs qui vont fonctionner en fait comme un seul système. L'idée, c'est qu'ils vont mettre en commun leurs ressources en étant mis en relation, alors via un réseau, ça peut être plusieurs réseaux, j'abuse un petit peu, mais on va dire via un réseau, sachant que ces sous-systèmes, en fait, ils vont pas forcément tous avoir le même rôle, hein, suivant les technologies mises en place, etc. Vous pouvez avoir des rôles différents pour chaque serveur, avoir des serveurs qui soient vraiment dédiés au calcul, des serveurs dédiés au stockage, etc., la coordination, tout ça. Et en terminologie pure, en fonction de la taille et de l'homogénéité pardon, de cet ensemble de systèmes, on va parler soit de grappes, de clusters. Donc ça, c'est quand on va rester sur des nombres de serveurs plus restreints et assez homogènes. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on va monter en volume et en hétérogénéité, on va passer sur de la grille, donc du grid computing et puis le nuage, hein, le cloud computing pour nos amis du buzzword. Voilà. Moi, quand je vais parler, c'est plus avec l'expérience évidemment des clusters, hein, des grappes, plutôt que du nuage. Hein. J'ai pas encore fait du déploiement à ce volume-là, on va dire. Mais bon, vous avez tous une expérience à ce niveau-là, je pense. Hein. Surtout ceux qui ont développé sur de la l'AWS, messieurs, dames. Là, tu parles de déploiement genre multi-cloud, ou voire Ouais, ouais. cloud privé, cloud public, etc., Il y a, quoi. il y a de la chose à faire hein, là-dessus. Effectivement, oui. Euh, donc, du coup, en termes de terminologie, toujours, on va juste mettre les choses au point parce que je ne vais pas forcément répéter à chaque fois. Quand je vais parler de nœuds, je vais parler d'un des sous-systèmes de l'ensemble. Hein. C'est une terminologie qui est quasiment utilisée dans toutes les technos, on va dire, dont je vais parler. Euh, on va parler aussi de nœud maître. Alors, il peut être appelé maître, leader, primaire. Enfin, ça va dépendre là aussi des technos parce que ça n'a pas vocation à rentrer sur une techno en particulier. Mais en gros, on va parler, quand on parlera de ça, on parlera du nœud qui est en charge de la gestion du cluster, le chef d'orchestre, entre guillemets, du cluster, qui va être un peu en charge de gérer la coordination entre tous les sous-systèmes. Pour avoir ce nœud maître, on va avoir un processus d'élection. Donc cette élection, elle va se faire via un consensus sur ce choix de nœud maître dans une liste de nœuds qui sont éligibles. Euh, alors, je parle de consensus de manière volontaire parce que la gestion du consensus se fait via des algorithmes qui sont, là, c'est carrément un domaine entier sur les systèmes distribués, hein, donc on pourra en parler rien que de ça pendant 3 heures. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus.
Bon, je pense que ceux qui connaissent un peu les diagrammes du consensus, Paxos, Raft, tout ça, ça leur parlera. Mais vous savez que le sujet est vaste. On rentrera pas là forcément dans le vif du sujet sur cette partie-là. Et enfin, on va parler aussi de quorum. Donc le quorum, c'est quand on va parler de la majorité de nœuds qui se détachent pour justement ces processus d'élection. Ça peut aussi être pour la validation d'une transaction, etc. Donc, ceci étant dit, les systèmes distribués, alors forcément, si on en parle, c'est que ça a quand même des avantages. Et l'avantage, j'ai envie de dire, principal, c'est la possibilité de faire de la scalabilité horizontale plutôt que verticale. Alors, c'est dommage, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient pas forcément très techniques, mais j'avais préparé un petit exemple pour illustrer un peu la chose. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, si on prend l'exemple d'un chien de traîneau, là. Imaginez votre chien, là, c'est la machine sur laquelle va tourner votre système, et votre charge, c'est le traîneau avec le petit enfant derrière. Bon. Tout va bien, mais maintenant, à la place d'un enfant avec un petit traîneau, vous voulez mettre un gros traîneau avec un adulte. Bon, votre chien, vous visualisez bien qu'il va avoir du mal. Il va peut-être aller moins vite, voire pas du tout. Il va peut-être pas du tout avancer. Donc, votre machine va peut-être pas suffire. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. La première, évidemment, c'est de prendre une plus grosse machine. Donc là, pour le cas de l'exemple, ça va être de passer d'un chien à un cheval. Donc évidemment, le cheval, il va avoir une plus de puissance et pour lui, un adulte, ça va passer tranquillement. Donc vous, dans votre cas, pour l'analogie, vous allez prendre une très grosse machine. Donc vous allez peut-être passer d'une machine à 2 CPU et 4 Go de RAM à une machine avec 16 CPU et 32 Go. Et du coup, fatalement, ça va beaucoup mieux tourner si votre application l'utilise comme il faut, évidemment. Mais la deuxième solution, ce serait d'en avoir plusieurs de chiens. Et du coup, là, ça fonctionne aussi. Votre adulte, il sera tiré sans problème. Et donc, votre application sera supportée par cet ensemble de chiens. De machines, évidemment, quand on parle de votre application. Est-ce que ça parle à tout le monde? C'est bon? Ouais, très bonne analogie, Thomas. Je vais prendre ça pour un oui. J'aurais pris au féminin quand même. Ah, bravo. C'est du beau, monsieur. Le truc, c'est qu'évidemment, la scalabilité verticale, il y a une limite physique. Hein. Vos machines, elles peuvent pas avoir 3500 cœurs et un péta de RAM, quoi. Donc là, c'est là où l'avantage de la scalabilité horizontale se fait. C'est que normalement, sur la scalabilité horizontale, théoriquement, vous n'avez pas de limite. Bon, après, dans les faits, c'est autre chose, mais on peut monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc l'idée, elle est là. C'est que vous allez pouvoir avoir cette possibilité de monter beaucoup plus haut. L'autre avantage, c'est qu'évidemment, c'est plus flexible, puisque suivant les systèmes distribués que vous allez utiliser, bon, en général, ça marche pas trop mal, vous allez pouvoir enlever des machines à chaud, en rajouter à chaud, sans que ce soit impactant pour l'application qui tourne, quoi. Donc ça, c'est aussi un gros, gros avantage. Un autre avantage, c'est que du coup, le fait de ne pas avoir une seule machine, c'est que vous n'avez pas un SPOF, quoi. Si votre machine, elle tombe, quand vous avez qu'une seule machine, évidemment, votre application, votre système, il est KO, quoi. Alors que si vous avez un système distribué, suivant évidemment la configuration, etc., le système en question, vous allez avoir la possibilité de mettre en place de la haute disponibilité et du coup de vous permettre de faire fonctionner votre système, même s'il perd une, deux, trois machines pour une raison X ou Y, hein, parce que évidemment, plus vous allez avoir de machines, plus vous allez avoir le risque qu'une machine tombe KO, que ce soit pour une raison, un disque dur qui crame, une coupure de courant, une coupure réseau, enfin bref. Donc voilà, en termes de disponibilité, c'est aussi un gros avantage, si c'est bien géré, je rajouterai. Et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir de la redondance, c'est-à-dire que vos données, vu que vous allez avoir plusieurs machines, vous allez pouvoir potentiellement, enfin plusieurs systèmes, parce que je parle de machines, mais on parle de systèmes plutôt, vos systèmes, vous allez pouvoir copier les données sur ces différents systèmes, avoir des copies en fait des données qui soient détenues par d'autres nœuds du système, et du coup, vous pouvez vous permettre d'en perdre un et quand même avoir accès à ces données-là. C'est-à-dire que du coup, ce serait quasiment transparent. Donc ça, c'est pareil, c'est un avantage d'avoir du système distribué par rapport à un système tout seul. Et enfin, ça peut amener à des économies au niveau matériel, parce qu'évidemment, quand vous faites sur de la scalabilité verticale, vous allez avoir des machines de plus en plus grosses. Le coût, il est assez exponentiel. Je veux dire, c'est pas linéaire. Alors que du côté de la scalabilité horizontale, par contre, là, c'est complètement, j'ai envie de dire complètement linéaire. Hein. C'est proportionnel. Si vous avez un système ultra homogène et que vous rachetez toujours les mêmes machines, vous êtes assez, comment dire, vous avez plutôt une bonne vision de ce que ça vous coûte à court terme, à moyen terme, etc., quoi.
Et en plus, comme on a parlé avant, vous avez la possibilité généralement de rajouter ou d'enlever des machines assez facilement. Et donc là aussi, c'est un point qui joue sur les coûts, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse machine qui soit potentiellement sous-utilisée, si vous avez des pics de charge qui sont très élevés, avec derrière des périodes où c'est beaucoup moins euh, demandeur, vous allez quand même être obligé de garder votre grosse machine, alors que sur des petites machines, vous avez la possibilité dans un système distribué d'en enlever, d'en remettre. Donc tout ça, évidemment, c'est particulièrement utile pour faire de la big data. Attention, buzzword. Et du coup, quand je vais vous parler de technologie derrière, je vais vous parler de technologie big data, c'est associé à ça, évidemment. Bref, les systèmes distribués, ça a plein d'avantages, c'est très bien, mais évidemment, ça a des inconvénients. Alors, évidemment, le premier, c'est que c'est beaucoup plus complexe à gérer qu'un seul serveur, que ce soit en termes d'administration, monitoring, de déploiement, de gestion des configurations, etc. Même si c'est moins vrai de nos jours parce qu'on a plus d'outils pour pouvoir gérer ça comme il faut, mais c'est quand même toujours plus difficile qu'une seule machine, un seul serveur, on va dire. Et l'autre point, c'est que ça rajoute des nouvelles problématiques, des points de faiblesse, qu'il n'y a pas forcément quand on n'a qu'un seul serveur. Typiquement, quand vous avez qu'un seul serveur, vous n'avez pas le problème de est-ce qu'ils vont réussir à tous communiquer entre vos nœuds puisque vous n'avez qu'un seul nœud. Quand vous avez plusieurs nœuds, vous allez pouvoir avoir des cas où il y a des problèmes réseau, il y a des problèmes, comme on a dit, de courant, etc. Vous avez un câble qui se fait ronger par un rongeur, on ne sait pas. Et potentiellement, vos nœuds ne vont pas arriver à communiquer, ça va créer des problèmes. L'autre point, c'est qu'on a parlé de redondance. Vous allez avoir des copies des données sur chaque nœud potentiellement, mais ces données, elles sont pas forcément cohérentes. Il va falloir faire attention à ça aussi. Donc voilà, c'est pas tout merveilleux, c'est pas trivial non plus. Il y a des vraies problématiques derrière. Alors pour parler de techno, évidemment, on va parler Hadoop, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Hadoop, c'est un framework open source Apache qui a été réalisé en version 1.0 en 2011, mais ça existait déjà avant, il n'y avait pas de souci, hein, ça c'est juste la version 1.0 que j'ai pris comme milestone, on va dire. Et ça vous permet évidemment de travailler sur des applications avec des volumes de données et des milliers de machines, mais à des niveaux qui n'étaient pas possibles avant. Alors pourquoi c'est possible? Parce que c'est du distribué, parce que c'est basé sur le modèle de programmation MapReduce, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir deux phases, d'une phase map qui va répartir la charge sur vos différents nœuds, et la phase reduce qui va récupérer les résultats de ces tâches unitaires et computer ça pour avoir la réponse à vos requêtes. Et l'autre point central, c'est un système aussi distribué, mais un système de fichiers distribués, qu'on appelle HDFS, donc pour Hadoop, Distributed File System. Donc il y a aussi un autre point qui est intéressant, qui est Zookeeper. Donc à la base était un sous-système d'Hadoop, mais qui est maintenant un projet Apache à part entière, et qui lui s'occupe de la partie coordination de vos nœuds et configuration. Du coup, il est utilisé par Apache, mais il est utilisable aussi pour d'autres frameworks, hein. Il est utilisé pour les frameworks Apache pour gérer justement cette mise en distribué. Par exemple, vous avez ça pour de la messagerie avec Kafka, pour du moteur de recherche avec Solar, qui à la base n'est pas distribuable, pour Spark, pour du calcul. Donc voilà, vous avez cette technologie qui existe, qui est maintenant quand même assez éprouvée, qui a fait ses preuves et qui notamment était, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Jepsen, choses comme ça, mais voilà, il a passé l'épreuve du feu sans problème. Donc Zookeeper à retenir aussi. Moi de mon côté, c'est pas par ça que j'ai commencé, hein, quand j'en ai entendu parler, c'était plus sur la partie BDD, moteur de recherche. Alors le distribuer, vous pouvez en faire sur du SQL comme sur du NoSQL. Alors, SQL, pour ceux qui travaillent là en ce moment avec moi, vous pouvez mettre ça en place sur du MariaDB par exemple avec Galera, qui sert à ça, hein, à faire votre cluster de BDD MariaDB. Vous pouvez en faire sur SQL Server, vous pouvez en faire sur plein de systèmes, il n'y a pas de souci de nos jours. C'est assez quand même étendu. Pareil, sur un NoSQL, j'en ai mis 2-3, mais il y en a aussi une palanquée, donc que ce soit du MongoDB, du Redis, du Cassandra, je ne l'ai pas mis, mais Cassandra aussi. Voilà, le distribué, le clusterisable, c'est quand même relativement, relativement courant de nos jours, voilà, sur tous ces frameworks, sur tous ces outils. Et évidemment, sur les moteurs de recherche avec Elasticsearch, qui en fait, à la différence de Solar,
est pensé dès le début pour être clusterisé. C'est-à-dire que pour ceux que, je pense quasiment tous parmi vous, vous en avez fait, vous savez quand vous démarrez même un seul nœud Elasticsearch, il se considère comme étant un cluster. Avec un nœud, certes, mais un cluster. Donc voilà, il est pensé dès le départ pour ça. Après, ils n'ont pas réutilisé des algorithmes de consensus déjà existants. Ils ont fait leur truc à leur sauce, ce qui a amené derrière une belle palanquée aussi de problèmes, là encore. Parce qu'évidemment, c'est bien de vouloir réinventer la roue, mais évidemment, on va retomber sur les mêmes problématiques que ceux qui sont déjà passés avant. Donc, ils se sont bien amusés avec. Voilà. Donc ça, c'était pour une vue un peu générale de la partie système distribué. Maintenant, je voulais aborder avec vous la partie théorème CAP qui est en lien justement avec les systèmes distribués. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème CAP? Alors, c'est un principe qui a été énoncé à la base. Alors, je crois que le tout début, c'est 98 par un bonhomme qui s'appelle Eric Brouwer, qui en a parlé en conférence en 2000. Qui a été après validé avec je sais plus comment ça s'appelle exactement dans le monde de la recherche, mais un proof of, pas un proof of concept, mais un proof of trial, un truc comme ça, en 2002. Et en gros, de quoi ça parle? Alors l'acronyme déjà. Alors CAP, ça vaut pour consistency, donc cohérence des données, availability pour disponibilité des données, et P pour partition tolérance, c'est-à-dire la tolérance au partitionnement en français. Cocorico. Alors qu'est-ce qu'il dit ce principe? Il dit qu'en gros, ce théorème, il dit que tout système distribué ne peut pas garantir à la fois la cohérence des données, donc le fait que tous les nœuds disposent des mêmes données au même moment, la disponibilité de données, donc le fait que toutes les requêtes reçoivent une réponse valide, et la tolérance à la partition, le fait que le système fonctionne même s'il perd une partie de ses nœuds. Alors, traduit autrement, ça veut dire qu'au mieux, un système il pourra assurer 2 des 3 garanties. Donc, si on prend donc, les 3, donc disponibilité, cohérence et tolérance à la partition, des 3, la tolérance à la partition est généralement non négociable parce que pour un système distribué, surtout que plus on va augmenter le nombre de nœuds, plus on va augmenter la possibilité que l'un d'entre eux ait un problème, ça pose problème. Donc en général, c'est pas le point sur lequel le compromis va se faire. Alors, le compromis va généralement se faire entre la cohérence et la disponibilité. Alors, du coup, on a 2 cas. Le premier, celui où on va privilégier la cohérence. Donc, dans ce cas-là, on va abandonner la disponibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour être sûr de toujours avoir à un instant T les mêmes versions des données qui sont disponibles sur tous vos nœuds, il va falloir laisser le temps aux autres nœuds, quand tu as une mise à jour sur l'un d'entre eux, de se mettre à jour, de récupérer les données, d'acquitter, etc. Donc, ça va induire des délais de mise à jour et potentiellement des timeouts, etc. Donc, en termes de disponibilité, ça fait perdre cet aspect-là. Alors, dans quel cas métier on va privilégier ce genre de compromis? C'est pour des données qui vont être importantes, critiques, j'ai envie de dire, des données financières, des transactions bancaires, etc. Là, il y a un vrai besoin de cohérence qui est très important. Donc ça, c'est le cas CP, comme on dit. Après, vous avez le cas AP, donc le cas inverse, c'est-à-dire celui où on va privilégier la disponibilité au détriment de la cohérence. Donc là, l'idée, c'est que pour être sûr de toujours répondre, on va laisser la possibilité à l'un des nœuds de retourner une valeur qui ne soit pas encore mise à jour. C'est-à-dire que dans l'intervalle de temps où se fait normalement la copie, la réplication, si quelqu'un vient taper sur un autre nœud qui n'a pas encore eu droit à cette nouvelle valeur, du coup, il aura droit à l'ancienne valeur. Et du coup, il n'aura pas forcément la même valeur qu'un autre utilisateur qui va taper exactement au même endroit sur le nœud qui lui a été mis à jour. Donc, quand on parle de ça, on parle d'éventuelle consistency. Donc la cohérence éventuelle, c'est pas la traduction littérale qui marche le mieux. Je crois qu'on parle de cohérence optimiste, quelque chose comme ça en français. Je sais plus exactement quel est le terme. Mais en gros, l'idée, c'est que s'il n'y a pas de nouvelles modifications, au bout d'un moment, le temps que la réplication soit faite, vous aurez des données qui seront cohérentes, mais il y aura toujours un delta de temps pour que ça se fasse. Donc là, en termes de cas métier, ça va plutôt concerner des données qui ne sont pas critiques. Typiquement, le moteur de recherche et Elasticsearch, c'est ce qu'il fait. C'est pas grave si votre utilisateur il fait une recherche et il y a un cas pendant une seconde où il ne va pas vous retrouver exactement le même résultat qu'un autre utilisateur. C'est pas quelque chose de critique. Même chose pour, je sais pas, si vous avez une BDD, vous stockez des actions utilisateurs, de l'APM, des choses comme ça. Voilà. C'est pas des choses où c'est vraiment important d'avoir cette cohérence-là.
C'est pas la même problématique que pour réserver un billet d'avion, par exemple. Si c'est le Voilà, dernier billet d'avion, t'as pas le problème, en fait. exactement. Donc là, du coup, dans ce cas-là, vous êtes moins à cran sur la cohérence. Mais comme je disais avant, une transaction bancaire, si tu as des problèmes de cohérence, ça va poser problème. Enfin, après, ça dépend. Si c'est pour me faire 2 fois le virement pour mon salaire, ça me dérange pas. Mais si c'est pour te prendre 2 fois les impôts, tu feras plus la tête, quoi. Tout à fait. Mm. Donc voilà. Alors ce théorème, il est vieux, hein. Du coup, il date de 2002, hein. Donc, il a été pas mal critiqué depuis, hein, parce que, alors déjà, ce classement CA, AP et CP, donc CA, c'est le cas où on va privilégier la cohérence et la disponibilité au détriment de la tolérance au partitionnement. Donc, ce qui, comme j'ai dit, n'était pas forcément le cas le plus courant. En fait, ce classement, il est loin d'être absolu parce que ça va aussi dépendre de la situation, de la configuration de votre système, etc. Typiquement, pour ceux qui ont fait un peu de MongoDB, on peut dire que si tu actives les répliques assets et que ta majorité de tes nœuds ils sont up, bah, tu es dans un cas plutôt AP. C'est-à-dire que tu vas avoir, du coup, le temps que ça se réplique, tu vas avoir des problèmes de cohérence. Mais si tous tes nœuds, si la majorité de tes nœuds ils sont down, du coup, ça va bloquer les écritures. Donc, en vrai, tu seras plus dans un système CP, puisque là, tu auras une super cohérence. Par contre, en termes de dispo, ce sera pas génial, quoi. Surtout si une partie des nœuds est down. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément absolu, alors que ça a été beaucoup repris pour ça. C'est-à-dire que le théorème CAP, vous prenez n'importe quelle documentation de BDD, NoSQL ou SQL même, hein, j'ai envie de dire, vous prenez des blogs, etc. de ces technos-là, et vous allez voir des classements en disant, bah non, on se classe en CA, nous c'est un système conventionnel, vous avez des querelles de clochers sur Stack Overflow là-dessus, c'est assez génial. Euh, donc voilà. L'autre chose, c'est que, ben, comme j'ai dit, depuis 2000, il y a une évolution de l'état de l'art, quoi. Donc, les modèles de cohérence, les outils qui sont dispo, etc., sont plus les mêmes qu'en 2002, fatalement, quoi. Et même son auteur, en fait, a nuancé le théorème depuis, alors je crois qu'il a fait ça en 2010 ou 2012, donc ça fait déjà quelques années, hein, pour dire qu'en fait, il fallait pas prendre ça comme, voilà, les 10 commandements, hein, gravés dans la pierre. C'est plus l'idée que, en fait, de faire passer le message qu'il y a un compromis à faire entre cohérence et disponibilité. Et ce compromis, il est plus ou moins fin, voilà, en fonction du modèle que vous allez utiliser, etc. On arrive un peu à contourner la théorie grâce justement aux progrès qui sont entre guillemets matériels, quoi. Donc C'est ça, même du logiciel, code, hein. le fait d'avoir des machines facilement, un meilleur réseau, etc., quoi. Mm, mm, mm. Après, de toute façon, la problématique du système distribué, c'est que même en termes de statistiques, hein, je veux dire, si tu as 10 000 machines, même si tu n'as que voilà, une chance sur 10 000 qu'il y ait une machine qui tombe, ben, voilà, fatalement, c'est-à-dire qu'au moins une fois dans l'année, il y en a une qui va tomber, donc tu auras le problème. Donc, c'est pour ça que le partitionnement, c'est quelque chose qui est de base, il faut le prendre en compte parce que ça arrivera tôt ou tard, quoi. Ça n'existe Tout à pas, fait, les ouais. machines qui vont marcher 100% du temps, hein. Je sais plus exactement, je crois que j'avais vu les stats pour Google, par exemple, ou pour Yahoo, je sais plus. Mais grosso modo, ils avaient dans l'année, avec les infras qu'ils avaient, ils avaient quand même quelque chose comme une demi-heure. Sur une année, c'est pas grand-chose, mais une demi-heure d'indispo, voilà, en une demi-heure sur des systèmes comme ça, avec le nombre de requêtes qu'ils ont, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Donc, même si en pourcentage, c'est pas grand-chose, en vrai, si tu as le problème, c'est quand même un beau merdier à traiter, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, pour terminer là-dessus, le théorème CAP, alors il a été relayé depuis par un autre théorème, parce qu'ils aiment bien les théorèmes, j'ai l'impression, de nos amis des systèmes distribués. Le théorème Passel, alors si ça vous intéresse, pour y jeter un œil, en gros, l'idée, ça va être de séparer en fait les deux cas, le cas où il n'y a pas de partition et le cas où il y a une partition. Et le fait, en fait, de dire que oui, quand il y a une partition, vous allez devoir faire un compromis entre la disponibilité et la cohérence. Mais même si vous n'avez pas de partition, vous allez faire un autre compromis, mais cette fois, en fait, entre la latence et la cohérence. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un œil. Mais voilà, faut vous dire, voilà, si vous entendez parler de théorème CAP, de CA, de AP, de tout ça, il faut vous dire, c'est pas gravé dans le marbre, c'est plus ou moins obsolète, on peut le dire. Ça a quand même 18 ans, quoi. Donc 18 ans dans le domaine de l'informatique, c'est une éternité. Bon. Excusez-moi. Du coup, voilà. Ça, c'était pour la partie théorème CAP. Et je voulais voir avec vous, en fait, un cas d'erreur un peu classique des systèmes distribués qu'on appelle le split brain et qui vous montre un peu le genre de problématique auquel on est confronté quand on a du système distribué. Donc, on va prendre l'exemple d'un cluster avec 2 nœuds, hein. Alors, ça peut être un cluster de ce que vous voulez. On va dire Elasticsearch parce que ça m'arrange.
Et vous avez vos deux nœuds qui communiquent, aucun problème. Et vous avez un problème d'incident, d'un coup, la communication s'interrompt entre les deux nœuds. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un des deux nœuds qui est mort. Je dis bien que la communication est interrompue. Donc, vos deux nœuds sont toujours vivants. Précision. Alors, ce problème c'est un problème classique. Hein, et le gros problème de ce cas-là, c'est que vous allez au-devant de pertes de données potentiellement très grosses si l'application vient se prolonger ou si vous avez des gros volumes, une grosse charge. Alors, je m'explique. Prenons le premier cas. Vos nœuds, si vous les laissez fonctionner normalement de manière indépendante quand ils sont séparés, vous aviez un ensemble de données A. Ils vont chacun accepter des écritures et du coup, vos données vont commencer à diverger. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des données A' parce que vous allez avoir, par exemple, une suppression de telle ou telle entité. Et puis, côté nœud 2, vous allez avoir cette entité, au lieu d'être supprimée, elle va être mise à jour. Bon. Au moment du rétablissement de la communication, vous allez retrouver avec des données incohérentes entre les deux. Et du coup, la grande question, c'est quel ensemble de données vous allez privilégier. Alors le truc, c'est que vous pouvez retourner ça dans tous les sens. Vous n'allez pas pouvoir, si ça a duré un certain temps, évidemment. C'est-à-dire que si vous avez d'un côté, vous n'avez pas eu de modification et de l'autre côté, vous en avez eu, c'est facile. Mais si vous avez eu des modifications, que ça a duré plusieurs heures ou plusieurs minutes, mais que vous avez des grosses charges, vous allez être obligé en fait d'abandonner les modifications qui ont été faites d'un des deux côtés. Voir toutes les modifications si vraiment il y a des suivant les problématiques de vos applications. Mais voilà, vous allez faire de la perte de données. C'est vraiment gênant, cette divergence. Donc du coup, vous vous dites, c'est pas grave, dans ce cas-là, on peut faire un truc un peu moins problématique si on refuse de répondre, si on voit qu'on n'est plus en communication entre les différents nœuds. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de problème de cohérence, de divergence de données. Mais si vous le laissez comme ça, votre cluster il est KO, quoi, complet. Il répond plus et ça va poser d'autres problèmes. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que on va bloquer les écritures quand on va être dans ce mode-là et on va autoriser les lectures, c'est-à-dire qu'on va autoriser une espèce de mode dégradé qui va permettre à vos clients potentiellement de réussir à pouvoir continuer à utiliser votre système, mais qui ne pourront pas poser de problème en cas de rétablissement derrière du cluster de divergence. Typiquement, si vous faites du moteur de recherche, hein, je vais reprendre encore mon exemple, mais le fait de pouvoir continuer à aller lire dedans fait que pour votre utilisateur final, à la limite, tant qu'il n'y a pas eu de modification derrière et besoin de réindexer des choses, c'est transparent, quoi. Il n'y a pas de problème. Et si ça se remet en 2-3 minutes, pour lui, l'incident, il n'existe même pas, quoi. Donc, c'est une manière de gérer la chose qui est toujours moins problématique que de devoir flinguer la moitié de vos données, enfin la moitié de vos modifications, pardon, mais c'est quand même pas la panacée. Alors, comment ce problème peut être résolu? Comment il est résolu, par exemple, dans le cas d'Elasticsearch, mais pas que pour Elasticsearch? L'idée là, ça va être en fait d'essayer d'avoir un nombre de nœuds impair, donc 2n plus 1 nœud. Typiquement, si on reprend notre cluster avec ces deux nœuds qu'on avait au début, et qu'on rajoute un troisième nœud, si un des trois nœuds se retrouve séparé du cluster, en fait, il va savoir que déjà de base, il peut pas être majoritaire, puisqu'il est tout seul, alors que il sait pas si les autres arrivent encore à discuter entre eux, mais il sait déjà que lui, il est minoritaire. Donc déjà, lui, de base... Elle est restée dans la voiture. Oui, je crois. Allô? Oui, on t'entend. Intervention. Bon, désolé, je croyais qu'il y avait une question ou quelque chose comme ça. Donc oui, je disais, votre nœud 3, il sait qu'il est minoritaire, parce qu'il n'a pas le nombre minimum de nœuds qui est nécessaire pour continuer à fonctionner. Et du coup, il va lui-même se mettre du coup en état, on va dire dégradé, par exemple. Dans le cas d'Elasticsearch, il va autoriser les lectures mais bloquer les écritures. Mais par contre, de l'autre côté, vos deux nœuds, s'ils arrivent encore à se voir, ils savent qu'ils sont suffisamment nombreux pour représenter une majorité, un quorum. Donc, ils vont pouvoir continuer à fonctionner normalement. Et dans ce cas-là, vous voyez, sur votre nœud 1 et votre nœud 2, vous allez avoir toujours les mêmes données parce qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et pour vos utilisateurs, si vous sortez le nœud 3 du load balancing, si vous vous débrouillez pour pas trop taper dessus, c'est complètement transparent. Et vous réglez le problème. Et évidemment, quand le nœud 3 va revenir, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout ce qu'il va y avoir à faire, c'est répliquer ces modifications qui ont été faites sur le cluster majoritaire, le sous-cluster majoritaire, par le ramener sur le nœud 3 pour qu'il soit à jour vis-à-vis des autres nœuds. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si le nœud 1 et le nœud 2, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux?
Et ben là, on retombe dans le cas d'avant, c'est-à-dire que on sait qu'il n'y a pas de majorité, on n'a aucun moyen de savoir qui aura raison, et du coup, les nœuds vont se mettre en état de sécurité et refuser les écritures en général pour pas avoir ce problème-là. Donc, du coup, si vous voulez vous protéger en termes de si vous voulez augmenter le nombre de défaillances que vous voulez autoriser, il va falloir monter peut-être à 5 nœuds. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir 2 nœuds qui tombent et ça fonctionnera toujours parce que vous aurez toujours 3 nœuds qui représenteront une majorité qui fonctionneront et ainsi de suite. Donc voilà l'idée derrière cette solution. Donc j'arrive à la fin de la présentation. En conclusion, ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu rapidement, c'est que les systèmes distribués, ils apportent une flexibilité, ils apportent de la disponibilité, de la résilience, de la puissance, de la facilité à monter en charge, etc. Ils apportent plein de choses, plein de bonnes choses, mais la contrepartie, elle n'est pas triviale. C'est une vraie complexité, que ce soit en termes de mise en place, de monitoring et surtout de gestion des cas d'erreur. Alors après, évidemment, comme je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça tend à se simplifier d'un point de vue utilisateur, hein, j'entends bien, parce que derrière, c'est toujours la même complexité, mais c'est juste qu'on a plus d'outils de nos jours, on a une UX qui est améliorée. Typiquement, je vais vous donner l'exemple que moi je connais bien au niveau des SEarch, c'est-à-dire que vous allez démarrer en mettant un nombre de nœuds minimum qui va être, je sais pas, à 3 par exemple. Quand vous allez démarrer votre nœud qui va être tout seul, il va vous remonter tout de suite une alerte. Alors, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Au tout début, vous pouviez démarrer votre truc, il vous disait rien et voilà, vous étiez bien embêté quand ça se posait pour de vrai derrière. Et enfin, pour parler du théorème CAP, encore une fois, comme je disais, il est obsolète, mais il a le mérite de poser des questions qui sont intéressantes sur les compromis qu'il va y avoir à faire quand vous allez travailler avec du distribué, quoi. Donc ça, c'est pas forcément, comme dit, une loi gravée dans le marbre, mais c'est intéressant pour ce que ça soulève comme questionnement derrière. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé la présentation. Les problématiques d'infrastructure aussi, j'aurais envie de dire. C'est quelque chose qui est relativement abstrait actuellement grâce au cloud, mais c'est pour ceux qui font les choses encore à la main, c'est très complexe aussi, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, ça tend à se simplifier parce que maintenant, comme dit, en plus il y a toutes les problématiques de cloud, etc., où toute la partie machine, on la met un peu sous le tapis, puis on s'en occupe pas trop. Mais derrière, ça reste quand même vraiment complexe, quoi. C'est juste que c'est de plus en plus caché, c'est de plus en plus abstrait. Donc on arrive à s'éloigner en fait de cette complexité-là, mais derrière, c'est quand même toujours des beaux systèmes, quoi. C'est de la belle bécane, quoi. Donc je sais pas si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des omissions, des ajouts à faire à ce sujet. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça n'a pas trop sauté? Voilà. Ouais, très intéressant, ça n'a pas coupé, c'était bien, on a eu de la chance. Bon, super. J'aurais une petite question piège, en fait, c'est est-ce que tu sais comment ils gèrent au niveau des systèmes bancaires, justement, pour tout ce qui est transactionnel, pour justement arriver à se protéger au maximum sur les potentielles incohérences de données? Alors, moi, j'ai travaillé dans le bancaire, mais malheureusement, je n'étais pas à ce niveau-là. Moi, j'étais plus au niveau front à l'époque. Donc, je ne sais pas exactement comment ils géraient ça. Mais clairement, eux, ils ont des vrais prérequis en termes de cohérence, hein. Ça, c'est clairement je pense, le point important pour eux, quoi. Parce que typiquement, une transaction boursière où tu as des millions de hits à la seconde, voire la milliseconde, les mecs ne peuvent pas se permettre d'avoir une donnée qui n'est pas correcte pour balancer une transaction, quoi. Ah non, c'est clair. Moi, je sais que sur la partie, alors je travaille pour comment ça s'appelle, pour SIPS, donc un système de paiement en ligne, hein. Et je sais que derrière il y avait du gros système de messaging, et derrière, je crois que la communication interbancaire se passe aussi par un système de message, j'ai l'impression, de mémoire. Alors après, ça fait malheureusement quelque chose comme 11 ans que j'ai un peu touché ça de loin. Donc ça a peut-être évolué depuis, mais je sais qu'il y avait toute une infra derrière au niveau bancaire qui était assez velue, quoi. Après, je sais pas si parmi nous, certains ont travaillé sur ces sujets-là. Est-ce qu'ils peuvent nous éclairer? Alors, sur le sujet en particulier, non. Par contre, comme Edouard l'a dit, la réponse est dans la question. Dans le cas bancaire, on parle effectivement de transaction, c'est-à-dire que le système est prévu pour qu'un message soit traité dans sa totalité
ou annulé. Donc, il ne peut pas y avoir de problème de cohérence, dans le sens où si un message n'a pas été correctement traité et acquitté, l'action va être simplement annulée et un message va être envoyé pour signaler cette annulation. Donc là, on a effectivement un système distribué, mais qui met en priorité la cohérence, peut-être au détriment de la performance, mais le but, c'est vraiment d'avoir une information fiable des deux côtés du câble, on va dire. Donc, c'est vraiment la notion de transaction. C'est vraiment la notion plus de fiabilité, effectivement, plus que de cohérence. Ouais, le nom, je dirais plutôt fiabilité, ouais, comme tu dis. C'est plus le terme. Ok. Je ne sais pas si on a d'autres questions ou d'autres ajouts. Est-ce que c'était intéressant déjà? Non, c'est bon. C'était intéressant. Il y a Rémi qui pose la question comment est-ce que ça gère la notion de conflit ou de verrou avec des algos particuliers? Alors le terme exact utilisé, c'est des algos de fou. Ouais, c'est exactement ça. Des algos de fou. J'aurais dit algos de ouf, Rémi, plutôt. Ouais, mais je suis pas Jones, tu le sais. Je suis pas Jones, ouais, tu restes à l'ancienne. Ouais. Non, bah oui, après, il y a toutes ces problématiques-là, oui, comme tu dis, pour la gestion des conflits, mais logiquement, ce qui se passe, typiquement, pour reparler de BDD ou de moteur de recherche, en fait, tu vas attendre d'avoir une majorité d'acquittement, enfin un quorum qui se dégage, qui va te dire, ok, nous, on a tous acquitté la modification, avant de la déclarer comme étant valide, quoi. Donc normalement, tu peux pas te permettre, si tu tombes dans des cas de conflit où tu as une modification qui est faite sur le même truc au même moment, mais que tous les nœuds le font pas, normalement, tu vas avoir des problématiques de rollback, etc., qui vont se faire. C'est géré à ce niveau-là. C'est la majorité qui a raison, quoi. Pour compléter la réponse, alors c'est pas forcément le même principe tel quel, mais sur un outil qu'on utilise tous en tant que développeurs, qui est le suivi de version. Bah oui, on a la gestion de conflit qui est partie intégrante des outils, et c'est typiquement ça. Bon, c'est pas à la même fréquence, à la même rapidité, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a un jeu de données, donc là c'est un fichier qui va être modifié par deux acteurs du système distribué, donc deux contributeurs à un même dépôt. Le premier a raison et c'est au deuxième de résoudre le conflit quand il va essayer de se synchroniser avec le reste des informations qu'il y a dans le dépôt central. Premier arrivé, premier servi, quoi. Et sinon Thomas, plus particulièrement sur Elastic dans la vraie vie, en termes de réplication, parce que justement, il faut que tes nœuds ils puissent, les nœuds qui partagent les mêmes données, justement, doivent se les partager, donc se les répartir. Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers pour justement avoir des performances intéressantes, des choses qui répondent aux besoins au plus efficaces? Alors le truc, c'est que Elasticsearch, là-dessus, ils ont fait un choix. C'est en termes de user experience, c'est de dire c'est black box. Donc en fait, tu vas pas forcément avoir un choix de protocole plutôt qu'un autre, etc. Par contre, ça va être à toi de gérer ça, par exemple, au niveau de la taille de ce qu'on appelle les shards, donc les morceaux de données. Les morceaux de données, ouais. Voilà. En jouant sur le nombre de shards que tu vas avoir des shards plus ou moins gros. Et potentiellement, tu peux du coup limiter ou augmenter le trafic qu'il va y avoir pour la réplication. Mais il n'y a pas de protocole un peu touchy, très particulier à ce genre de. Ils gèrent tout ça de manière automatique, c'est la beauté de la chose. Alors après, comme je disais, ils n'ont pas voulu s'appuyer sur des trucs existants. Ils se sont amusés à refaire un peu tout à la main. Et c'est vrai qu'ils ont pris un gros backslash je crois sur la version 1.4 où il y a un gars qui s'est amusé à tester de manière intensive tout ce qu'ils annonçaient au niveau de la documentation en termes de fiabilité, de réplication, etc. Et puis en fait, il a montré que ça marchait pas bien, quoi. Ça marchait pas bien parce que les mecs, ils n'avaient pas géré tous les cas, etc. Donc là-dessus, évidemment, c'était pas de la bonne pub pour eux. À mon sens, ils ont eu la bonne réponse, c'est-à-dire que au lieu de, déjà, tu cherches pas trop à nier ça, hein, quand on te met le nez dedans,
il vaut mieux être humble. Et eux, ils ont eu donc du coup l'humilité en fait de mettre en place une page dédiée à ces problématiques-là, où ils listaient en fait tous les bugs que le mec avait remontés. Et il faisait le lien vers les tickets qui étaient associés. Et tu avais en fait à tout moment accès à cette page qui te listait en fait l'état de la version en cours, où on s'en était par rapport à telle problématique. Ça leur a demandé quand même pas mal de boulot. Je pense qu'ils ont dû mettre quelque chose comme 2 ou 3 versions majeures pour être bien, quoi. Bon, après, à leur décharge, c'était encore en phase, j'ai envie de dire, très ascendante, explosive, où ils étaient, à l'époque, ils devaient être encore, je sais pas, 15 ou 20 employés maximum. Bon, maintenant, ils sont à, je crois, 150 ou 200, voire plus. Donc bon, évidemment, ils ont plus de moyens, plus de personnes qui peuvent travailler sur le sujet, donc c'est plus facile d'avoir un expert sur ces problématiques-là aussi, quoi. Mais voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, tout à fait, ouais. Merci. Ouais. Tom, j'ai une question par rapport en fait à comment gérer en fait la puissance et la scalabilité, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des outils qui permettent, alors je reprends ton analogie, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de choisir plutôt 2 chevaux ou 6 loups? Tu vois, si on peut reprendre ton analogie, en fait, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de savoir en fait est-ce qu'il faut prendre plutôt 2 grosses machines ou plutôt 6 moyennes machines? À part un benchmark ou un truc comme ça, quoi. Mais est-ce qu'il y a des outils spécialisés pour ça? Alors là, j'ai envie de dire, moi, j'en connais pas. Je suis pas assez calé sur la partie plus performance benchmark. Ouais. Mais de ce que j'en sais, de ce que j'ai eu à faire là-dessus, malheureusement, c'est tu vas tester, quoi. Tu vas bencher. Ouais, à part les bench, il n'y a pas de. Après, il y a rien qui t'empêche de passer à 2 chevaux, hein, comme dit pour reprendre l'analogie. Ouais. Le fait de travailler avec du scalable horizontalement t'empêche pas en même temps de mettre des plus grosses machines, hein. Ouais, Mais c'est juste que l'idée, c'est que tu vas essayer de soit tu vas essayer de standardiser tes bécanes et puis du coup tu vas acheter de la petite bécane mais en grand nombre. Ouais. Sur maintenant avec la virtualisation, le cloud, tout ça et tout, c'est encore autre chose. Il y a encore des problématiques différentes, hein. Justement, ouais, c'est ça que je pensais. C'est par exemple pour un Netflix ou des entreprises comme ça. Je pense que cet aspect de problématique est très très important. D'avoir un coût énorme en machine. Donc savoir s'il faut prendre des plus grosses machines mais moins ou des plus petites machines mais plus. Je pense que c'est une grosse problématique chez eux. Après, le truc, c'est qu'en ayant des machines plus petites, t'as une granularité plus fine aussi en fonction de tes charges, quoi. Ouais. Si tu as des charges qui bougent pas des masses, qui évoluent peu, ça va, limite, ça peut te permettre d'avoir des grosses machines. Mais si tu as des trucs qui évoluent beaucoup, mais sur des faibles variations, ça peut avoir le coup, plutôt être sur des petites machines. Avec des latences réseau, des trucs comme ça, il y a aussi une notion de réseau prendre en charge. Après, comme dit, voilà, je me suis pas attaché à une techno en particulier. Mais après, tu as des problématiques liées à chaque type de système clustering. Tu n'auras pas les mêmes problématiques sur des moteurs de recherche, sur des BDD et sur du système de fichiers distribué, quoi. Là, c'était plus une overview globale, quoi. Ouais. Bon, un peu de ça. Après, c'est vrai que forcément, j'ai un tropisme sur la partie BDD, moteur de recherche, parce que c'est par rapport à ça que j'y ai été confronté. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant éventuellement d'avoir quelqu'un qui avait fait du Hadoop en mode violent pour avoir son avis sur le sujet aussi, quoi. Alors toujours pour compléter, moi c'est pas sur la partie base de données ou stockage de données, mais j'avais suivi le retour d'expérience d'une équipe de développement d'un jeu en ligne. Ouais. Qui du coup doit gérer un cluster assez énorme de machines assez spécifiques pour accueillir en fait une population de joueurs connectés en simultané et avec des populations assez variables, soit tout au long de la journée mais même tout au long de l'année. Et du coup il y a un mélange des types de scaling, donc qui vont mélanger le scale up et le scale out, donc la scalabilité verticale ou horizontale. Et en fait, en fonction des types de charges à gérer, on va commencer à avoir des notions d'affinité où en fait ils savent que tel type d'activité va être plus consommatrice en ressources d'un certain type et donc vont poser une affinité vers certains nœuds qui sont peut-être plus robustes et donc plus adaptés à traiter certains types de workload
qui habituellement serait pris en charge par le reste du cluster, qui est peut-être avec des nœuds dimensionnés différemment, peut-être avec soit plus de mémoire, soit plus de capacité de calcul. Et du coup, il va y avoir cette espèce d'arbitrage à faire en fonction des types de tâches à exécuter, ce qu'on n'a pas toujours sur un système de stockage qui va avoir des tâches assez similaires, qui va être l'écriture, la lecture, après ça va être la volumétrie qui va varier. Mais quand on a un système un peu plus complexe tel que du serveur applicatif, dans ce cas-là c'était du jeu vidéo, mais ça pourrait marcher pour d'autres exemples, on va peut-être pouvoir se retrouver avec des typologies de workload un peu plus variées, et là on va pouvoir effectivement peut-être matcher en face de chaque type de workload un type de nœud ou une dimension de nœud qui serait le plus adapté pour qu'elle soit rendue dans un temps acceptable et avec une disponibilité correcte. Et du coup, comme ça, juste, je pose la question, c'était quoi? C'était un post-mortem? C'était juste un DFDRI Alors c'était un mélange entre un post-mortem et une roadmap, Ouais. où en fait il arrive que sur ce jeu en fait il y ait des affluences de joueurs dans une même zone de l'univers qui est virtualisé, et ce qui fait que tous ces joueurs doivent être plus ou moins interconnectés avec les mêmes serveurs pour avoir des temps de réponse et une cohérence de l'état des différents avatars représentés dans le jeu qui soit satisfaisante et qui soit aussi disponible assez rapidement. Alors là en plus on a la contrainte réseau qui se rajoute, aussi du côté des clients. Et donc ils ont carrément des intervenants de l'université d'à côté qui viennent surveiller en fait et récupérer des données sur le comportement des systèmes informatiques dans ce genre de situation pour justement savoir comment piloter ou faire du design de trafic réseau et de charge système pour savoir comment répondre au mieux à ce type de charge de travail, de calcul pour avoir une expérience utilisateur correcte et surtout avoir un système qui continue à fonctionner avec une forte cohérence du coup, parce qu'il faut que tout le monde voit à peu près la même chose, ce serait mieux, et garder, on va dire, le reste du système disponible pour ceux qui ne sont pas tous concentrés au même endroit. Parce que du coup, il y a quand même le reste du jeu pour ceux qui ne sont pas tous au même endroit à faire fonctionner. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci pour cette comment dire, participation bien intéressante. Le nom du jeu m'aurait intéressé aussi, hein, parce que je pense qu'il y a un. EVE Online, développé par les Islandais de chez CCP. Oh là là, EVE Online. Ok. Je pense que DOC, par exemple, les gens de chez Mythic Entertainment auraient pu en prendre de la graine. Puisque je pense après, ils se repompent tous un peu dessus les uns les autres maintenant, mais eux, ils sont assez précurseurs dans le truc avec des clusters sponsorisés par Intel et du matériel militaire, donc ils sont bien placés. Ouais, ils sont plutôt bien. Ouais. C'est pas les pires. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette intervention passionnante. En tout cas, moi, ça me parle bien.